En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo auront une rencontre le 27 juillet prochain. Un premier tête-à-tête depuis le retour de l'ex-chef d'État quitté par la Cour pénale internationale. La justice malienne veut mieux savoir sur les mobiles du présumé auteur de la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Elle a ouvert une enquête à cet effet, précision à suivre. Et puis les Colombiens sont à nouveau descendus dans les rues de Bogota, la capitale. Ils protestent contre une réforme fiscale portée par le gouvernement du président Ivan Duque. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, va rencontrer son rival et prédécesseur, Laurent Gbagbo, le 27 juillet prochain. Ce sera le premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis le retour à Abidjan, le 17 juin dernier, de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le porte-parole de la présidence. Le président Alassane Ouattara recevra Laurent Gbagbo le 27 juillet au palais de la présidence, a indiqué Amadou Coulibaly lors d'une conférence de presse. Les deux hommes ont eu un contact téléphonique début juillet, a-t-il ajouté, confirmant une information d'Africa Intelligence. Laurent Gbagbo, 76 ans, est rentré en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale CPI qui le poursuivait pour crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales de 2010-2011. Cette crise qui avait fait plus de 3000 morts était née de son refus de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Alassane Ouattara. Mardi, à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, connue sous le nom de Tabaski en Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara a appelé à poursuivre la réconciliation nationale, que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation puissent continuer de se renforcer, que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix, a-t-il lancé. Depuis son retour, Laurent Gbagbo a rencontré le 10 juillet un autre ancien président et ex-rival, Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont affiché une certaine unité le temps d'un week-end, se posant en opposant naturel au chef de l'État. À cette occasion, Laurent Gbagbo a épinglé Alassane Ouattara, réélu en 2020 pour un troisième mandat controversé au cours d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. La justice malienne a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Les motivations de l'identité de son agresseur présumé restent encore inconnues du public. Les détails. La justice malienne a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Les motivations et l'identité de son agresseur présumé restent inconnues du public. Il est toujours écouté par les services de renseignement. Un individu mal intentionné a tenté de porter atteinte à l'intégrité physique du président de la transition à la fin de la prière de l'Aïd al-Adha mardi à la grande mosquée de Bamako, a indiqué dans un communiqué le procureur du tribunal de grande instance de la commune de Bamako, Bourama Kariba Konaté. Face à ces faits, susceptibles des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives d'assassinat, une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière autour de cet événement, a-t-il ajouté. Le colonel Goïta, auteur de 2 putschs en moins d'1 an, dont celui qui a renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, est sorti indemne de cette tentative d'agression commise par un homme armé d'un couteau. L'auteur présumé de l'attaque, maîtrisé par la garde rapprochée du chef de l'État, était toujours entendu mercredi dans les locaux de la sécurité d'État, tandis que la police se charge d'entendre les témoins, a indiqué le commissaire principal Sadio Tomoda du 3e arrondissement de police de Bamako. L'identité de l'assaillant n'a pas été révélée. Le commissaire Tomoda avait indiqué mardi soir qu'il s'agissait d'un enseignant sans plus de détails. Les autorités n'ont jusqu'à présent officiellement privilégié aucune piste quant aux motivations de l'agresseur dans un pays très instable politiquement et en proie à des violences multiformes depuis 2012. Quand on est leader, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions isolées, avait déclaré mardi Assimi Goïta à la télévision nationale en disant « Allez très bien ».
En République démocratique du Congo, Jackie Ndala, qui est le président de la Ligue des jeunes du parti de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a été condamné à 2 ans de prison. Il a écopé de cette sanction pour ses propos contre la proposition de loi dite de la Congolité. Le leader de la jeunesse du parti de Moïse Katumbi, potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle, a été condamné dans la nuit de mardi à mercredi à 2 ans de prison par le tribunal de paix de Kinshasa, Kinkole. Arrêté dimanche et détenu par l'Agence nationale de renseignement, Jackie Ndala a été jugé en procédure de flagrance et condamné à l'issue d'une audience d'environ 6 heures. Le parquet l'a poursuivi pour incitation à la désobéissance aux lois. Pourtant, selon les explications de son avocat, Maître Papi Mbaki, l'interrogatoire à l'ANR a porté sur la proposition de loi sur la citoyenneté congolaise des candidats à la prochaine présidentielle. Il a toutefois indiqué qu'ils iront en appel contre cette décision. La loi dite sur la Congolité avait été introduite début juillet par le député Nsingi Pululu. Si cette loi est votée, Moïse Katumbi, né d'un père italien et d'une mère congolaise, qui affiche ses ambitions pour la magistrature suprême, serait exclu de la course. La prochaine présidentielle en République démocratique du Congo est censée avoir lieu en décembre 2023 et le président Félix Tshisekedi a déjà annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat. En Tunisie, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a décidé de limoger le ministre de la Santé. Ce limogeage intervient en pleine contamination du coronavirus. Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabessi, deviendra donc le ministre de la Santé par intérim. C'est dans un communiqué lapidaire que la présidence du gouvernement a annoncé sa décision de limoger le ministre de la Santé sans expliquer les raisons de ce limogeage. Fawzi Mehdi est à l'origine de l'ouverture temporaire de la vaccination à tous les Tunisiens de plus de 18 ans pendant 2 jours, mardi et mercredi. Cette ouverture a entraîné une ruée dans les 29 centres de vaccination concernés, causant des scènes de bousculade et de nombreuses déceptions face à l'épuisement rapide des doses disponibles. Le ministère de la Santé a finalement restreint l'accès à la vaccination aux plus de 40 ans ce mercredi pour éviter une nouvelle cohue. Peu n'importe le nom du vaccin. C'est si vous vaccinez et moi je me vaccine et les autres se vaccinent, donc la contamination se réduit. Ça sera comme un simple grippe. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas des gens qui ont besoin de l'oxygène. On ne peut pas voir les gens qui souffrent sans rien faire. La vaccination, c'est une course, oui, contre la montre et c'est une course aussi qui tient compte de toutes les contraintes, entre autres la disponibilité des vaccins. Donc, en Tunisie, nous faisons jusqu'à présent à peu près 42 000 vaccinations par jour, mais si nous voulons vraiment protéger au cours de ce mois-ci, il faut multiplier, il faut aller à 100 000 vaccinations par jour. La Tunisie traverse ces dernières semaines un pic de contamination inédit depuis le début de la pandémie et ses hôpitaux sont débordés. La campagne de vaccination est longtemps restée poussive, d'autant que les stocks de vaccins étaient jusqu'à récemment très limités. Quelques 937 000 personnes ont été vaccinées, soit environ 8% de la population, un taux trop bas pour freiner la contagion, même s'il est parmi les plus élevés d'Afrique. Le président du parti d'opposition tanzanien Chadema a été arrêté, ainsi que 10 autres membres du parti Mwanza. Dans le nord-ouest du pays, ils y prévoyaient un rassemblement selon l'annonce faite ce mercredi matin par le parti Chadema. Freeman Mbowe a été abordé par une armée d'officiers de police à son arrivée à l'hôtel à 2h30 du matin et a été arrêté avec d'autres leaders, a déclaré le principal parti d'opposition tanzanien dans un communiqué posté sur Twitter et signé par son directeur de la communication. Les autres leaders ont été emmenés au commissariat de Mwanza, mais l'endroit où Freeman Mbowe a été emmené n'est pas connu et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'informations sur sa localisation, ajoute le parti, demandant à la police d'indiquer où il se trouve et pourquoi il a été arrêté. Nous condamnons la répression des droits des Tanzaniens de la manière la plus forte. Ce sont des signes que la dictature qui avait cours sous le président John Magufuli continue, poursuit le parti. L'ancien président John Magufuli, à la tête de la Tanzanie depuis 2015, est décédé en mars
officiellement de problèmes cardiaques. Outre la lutte contre la corruption, la présidence de celui que l'on surnommait le bulldozer a notamment été marquée par un virage autoritaire avec des attaques répétées contre l'opposition et un recul des libertés fondamentales. Conformément à la Constitution, Samia Suluhu Hassan, vice-présidente et colistière de Magufuli lors des élections de 2020, lui a succédé. Depuis son investiture, Hassan a amorcé une rupture avec son prédécesseur. Elle s'est notamment dite prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Ces arrestations interviennent quelques heures après que Mbowe eut appelé à la tenue d'un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles malgré les restrictions imposées par les autorités locales de Mwanza en raison de la pandémie de coronavirus. Et puis les Colombiens sont à nouveau descendus dans les rues de Bogota, la capitale. Ils protestent contre le gouvernement du président Iván Duque, qui a plus tôt ce mardi inauguré la nouvelle session parlementaire qui va donc devoir débattre d'une nouvelle réforme fiscale. Des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants dans la capitale colombienne Bogota, alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre le gouvernement du président Iván Duque. Les manifestants réclament au Parlement qu'il doit examiner une réforme fiscale controversée, des mesures pour plus de justice sociale et contre la répression policière. Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Intérieur Daniel Palacios a toutefois jugé que les manifestations pacifiques avaient prévalu sur les actes de violence. La journée a été calme et la manifestation pacifique a prévalu sur les actes de violence. Cependant, nous réitérons notre rejet de toute expression de violence qui met en danger les citoyens, qui met en danger les biens et l'intégrité physique des Colombiens. Le gouvernement colombien a dénombré quelques 195 manifestations dans 95 municipalités colombiennes. Des incidents entre forces de l'ordre et manifestants radicaux, armés notamment de machettes, ont fait une dizaine de blessés civils à Medellín et à Cali. Quelques 21 policiers ont également été blessés, dont un à l'œil, selon les forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette session de l'information. Merci de votre attention. Au revoir.